Merci, professeur Safi, pour la présentation. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc voilà, donc on m'a confié, donc l'amicale, le comité de l'amicale m'a confié de parler de cette thématique de nutrition. Et cette fois-ci, donc je vais traiter la nutrition pour la dyslipidémie primaire. Donc ce chapitre, donc c'est pas nouveau de parler de la nutrition en matière de dyslipidémie. Le début, j'ai essayé de fouiller les papiers publiés et j'ai trouvé que le premier papier qui a été publié dans ce sens, c'était en 1913 par un jeune chercheur russe qui a publié le rôle d'une alimentation riche en gras dans l'apparition de l'athérosclérose. Et c'était donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait nourrir ses lapins en matière grasse et il a remarqué l'apparition précoce des lipides. Donc, tout au long de ma présentation, je vais essayer de voir surtout le niveau de preuve des différentes prescriptions qu'on a l'habitude de prescrire sur le plan diététique. Et franchement, l'idée maîtresse de ma présentation, c'est surtout que l'apport de la diététique dans les dyslipidémies en ce qui concerne le chiffre de LDL est vraiment très médiocre, mais l'apport sur la baisse du risque cardiovasculaire est majeur. Donc, avant de commencer, je n'ai aucun intérêt par rapport à cette présentation. Et voilà, donc on va d'abord, on ne peut pas parler de la diète avant de parler du risque cardiovasculaire associé aux différentes dyslipidémies. Et on va essayer de voir dans ce chapitre le rapport entre les différentes fractions LDL, triglycérides, LDL avec le risque cardiovasculaire pour pouvoir après se projeter dans l'apport de la diète en ce qui concerne l'hypercholestérolémie ou l'hyper-LDLémie et l'hypertriglycéridémie. Et on va finir en beauté avec les différents régimes. J'ai pas pu détailler tout. J'ai choisi quelques régimes qui sont de prescription courante en matière de dyslipidémie pour faire une comparaison en ce qui concerne la prise en charge du risque cardiovasculaire. Donc, la première cause de mortalité à travers le monde, c'est les maladies cardiovasculaires. Le Maroc n'est pas épargné. Dans l'étude épidémiologique STEPS, qui a été réalisée au Maroc en 2017, on a remarqué que 38% de mortalité est liée aux maladies cardiovasculaires, donc ils sont en tête de podium. Maintenant, on va voir la prévalence de l'athérosclérose. Alors, quand est-ce que cette athérosclérose, pour causer cette mortalité, quand est-ce qu'elle commence? Est-ce qu'elle commence à un âge plutôt jeune ou à l'âge où on intervient, ça veut dire à partir de 40 ans? Et là, donc, il y avait 2 papiers qui étaient publiés sur des autopsies réalisées sur les militaires qui ont décédé pendant la guerre du Vietnam et la guerre de la Corée. Les résultats, c'était vraiment effrayant. Et on avait, d'abord dans la guerre coréenne, on avait à peu près 77% d'athérosclérose des soldats qui avaient entre 18 et 48 ans. De la même manière, dans la guerre du Vietnam, on avait, donc on avait 45%. Avec 45% de prévalence d'athérosclérose chez des soldats jeunes entre 18 et 37 ans. Cela veut dire que la prévention doit commencer à un âge jeune, que l'alimentation saine doit être passée à un âge vraiment jeune pour éviter la formation de la fameuse athérosclérose qui est responsable effectivement de l'augmentation des maladies cardiovasculaires à travers le monde.
Alors, l'athérosclérose, qui en est responsable? C'est surtout les particules lipoprotéiques de type ApoB. Alors, les ApoB, pas que les LDL, donc on a l'habitude toujours de parler de LDL, alors pas que le LDL, c'est ça la nouveauté en fait, c'est que même les autres particules, à savoir IDL et les autres ApoB, qui sont riches en triglycérides, elles aussi, donc, quand elles perdent un peu de leur volume, elles peuvent passer à travers la lumière intestinale et à travers plusieurs réactions complexes, on aura l'oxydation de ces particules et qui vont être déposées dans le cœur lipidique pour former la plaque d'athérosclérose qui risque de se compliquer à n'importe quel moment. Et là, donc, la relation entre le risque cardiovasculaire et le chiffre de LDL est une relation linéaire, comme vous voyez ici, et l'évolution de l'accumulation du risque d'infarctus du myocarde n'est pas additionnelle, mais plutôt elle est exponentielle, ça veut dire qu'elle évolue selon une équation logarithmique. Et notre intervention, en fait, qu'est-ce qu'elle tend à faire? C'est en fait l'inverse de ce qu'on fait, de ce qu'on a l'habitude de faire chez les enfants pour gagner en déviation standard quand on prescrit l'hormone de croissance. Là, c'est l'inverse. On essaye de diminuer le taux de LDL que vous voyez là-bas. Donc, si vous êtes à 125, on essaye de baisser à 180 pour baisser l'accumulation du risque d'infarctus du myocarde. Et l'apparition des facteurs de risque, que ce soit le diabète, l'hypertension, le tabac, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire avancer le patient en année. Ça veut dire s'il a 50 ans, il aura considéré comme un patient qui a 60 ans ou plus. Qu'en est-il de la prévalence de la dyslipidémie au Maroc? Alors toujours dans l'étude STEPS, on a essayé de mesurer la prévalence de l'hypercholestérolémie totale et on est à 10% de prévalence, tout en sachant que si on prend en compte que le cholestérol total, on est un petit peu en sous-estimation parce qu'on sait très bien que l'objectif pour définir une dyslipidémie, c'est surtout pouvoir calculer le risque cardiovasculaire. Et pour un diabétique, je crois à 190, on est à 180 par exemple, on est déjà en hypercholestérolémie. En ce qui concerne les triglycérides, on est un peu plus que l'hypercholestérolémie, on est à 15%. Dans les hypertriglycéridémies un petit peu plus graves, plus de 180, on est à 9%. Et voilà, ce qui nous a fait vraiment effrayer dans cette étude, c'est surtout le taux de la prévalence des HDL qui dépasse 50%, 54% chez les hommes, l'hypo-HDLémie, et 59% chez les femmes. Et on va s'interroger sur la significativité de ces résultats. Je crois il faut peut-être qu'on doit revoir les seuils, mais de toutes les manières, c'est une anomalie que je crois qui ne reflète pas vraiment une forte augmentation du risque. On va le voir par la suite dans la relation du risque cardiovasculaire des différentes fractions. Donc voilà, la relation entre le LDL et le risque cardiovasculaire est bien établie. Et vous voyez là, donc, dans les études, dans cette méta-analyse qui rapporte toutes les études randomisées interventionnelles, et on est à un taux de significativité qui est à 8,4, 10 à la puissance moins 19. Ça veut dire qu'on est vraiment significatif, et les études génétiques ou la randomisation mendélienne vient appuyer cette relation. Donc il n'y a pas de doute, faire baisser le LDL, c'est faire baisser le risque cardiovasculaire selon une équation, vraiment une relation linéaire qui est appuyée de plus en plus grâce aux nouvelles médications qui font baisser encore plus le taux des LDL. Alors, qu'en est-il des triglycérides? Alors, la relation
entre le risque cardiovasculaire et les triglycérides. On a vu ça tout à l'heure avec mon ami professeur Leharaki, qui a essayé de développer ce chapitre. Et la relation, franchement, est moins claire. Pourquoi? Parce que cette association entre hypertriglycéridémie et risque cardiovasculaire devient nulle après ajustement sur le cholestérol non HDL. Ça veut dire qu'il n'y a pas, dans les études randomisées, il n'y a pas de relation entre la baisse des triglycérides et la baisse du risque cardiovasculaire. Quoique la randomisation mendélienne est pour cette association, mais il faut dire que la plupart des gènes qui sont responsables d'hypertriglycéridémie sont associés à une augmentation de la fraction des LDL. De la même manière, l'hypo-HDLémie n'améliore pas la normo-HDLémie ou l'hyper-HDLémie, n'améliore pas le risque cardiovasculaire dans les études randomisées, quoiqu'on a dans la plupart des études observationnelles une association entre l'hypo-HDLémie et le risque cardiovasculaire, ce qui nous laisse vraiment en confort. Pourquoi? Parce que c'est une anomalie qui est très fréquente dans notre contexte. On a vu que ça dépasse 50% dans la population marocaine. Maintenant, on passe au chapitre donc, de l'approche diététique pour faire baisser le cholestérol. Et on va essayer de voir toutes les approches qu'on réalise dans notre consultation pour pouvoir évaluer leur apport en ce qui concerne leur niveau de preuve dans les études. Alors, je vais commencer d'abord par l'approche diététique, avant de parler de l'efficacité et de l'indication de cette diète. Et voilà, donc ça va être d'abord les apports en lipides, l'alimentation donc en ce qui concerne les fats. Alors, les acides gras, on a trois types. Les acides gras trans, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. En ce qui concerne les trans, c'est surtout l'huile végétale hydrogénée, c'est surtout les fast-foods, c'est surtout donc il y a aussi le chocolat et les pâtisseries. En ce qui concerne les acides gras saturés, et on a deux types, les acides gras de type végétal et d'origine animale. Alors, l'origine végétale, c'est surtout donc, les noix de coco, l'huile de palme, les produits condensés du lait condensé. Et l'origine animale, c'est surtout du beurre. Il y a aussi la chair des volailles et plein d'autres. Les insaturés, que je crois qu'ils sont les plus importantes à connaître, parce qu'on va les prescrire, il y a deux types. Les polyinsaturés, dans la plupart des cas, c'est les poissons et les huiles de poisson. Et il y a aussi certains végétaux. Et les monoinsaturés, en tête de liste, il y a l'huile d'olive. Il y a aussi l'huile d'argan qui est un mélange de mono et polyinsaturés. Qui, je crois qu'elle va susciter un grand intérêt, surtout vu sa disponibilité au Maroc. Et il y a aussi donc, les fruits à coque dure que vous voyez dans l'image. Et donc, on va essayer d'étudier ces différents fats en ce qui concerne les études, l'association avec la mortalité dans cette revue publiée en 2016. Et vous voyez là que les trans, c'est les plus néfastes en ce qui concerne la mortalité. Vient tout de suite après les acides gras saturés et ceux qui vont avoir moins de mortalité, c'est surtout les acides gras insaturés, que ce soit les monos ou les polyinsaturés. Et donc, on revient à notre schéma pour sortir avec l'indication vu ces acides gras. On va essayer surtout d'éviter les trans et réduire les acides gras saturés. On ne va pas dire carrément arrêter les saturés, mais plutôt réduire à 10%, voire à 7% de la ration énergétique totale. Et pour les acides gras insaturés, on va voir leur prescription à la haute pour les prescrire aux alentours de 15% de la ration énergétique totale. On a vu l'apport en lipides en ce qui concerne les acides gras,
Maintenant, on va voir le cholestérol. La nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de preuve que la réduction du cholestérol alimentaire réduit le niveau de risque cardiovasculaire. Et la prescription d'un niveau de cholestérol moins de 300 mg par jour est une mesure seulement de bon sens. Pourquoi ? Parce que la plupart des cas, les aliments qui sont riches en cholestérol, ce sont des aliments qui sont aussi riches en acides gras. La deuxième partie, c'est généralement les fibres, donc c'est surtout les hydrocarbures, les sucres. Alors l'apport en fibres a été évalué dans cette étude où on a évalué l'apport de fibres alimentaires dans la prévention primaire des maladies cardiovasculaires. Les résultats étaient favorables sur le bilan lipidique, à savoir une réduction du cholestérol total, une réduction aussi de l'HDL cette fois-ci, une réduction du LDL, mais ils avaient une absence de diminution des triglycérides et aussi on a la pression artérielle systolique et diastolique qui sont revues à la baisse par la prescription seulement des fibres alimentaires que je crois qu'ils doivent figurer dans notre prescription de diététique pour améliorer la santé cardiovasculaire. Ça passe pas. Je crois qu'on est en décalage par rapport à... Ouais, voilà. Donc, juste après, la consommation d'alcool. Alors, je sais que le professeur Chaibi adore qu'on parle de la consommation de l'alcool, puisqu'il est toujours presque contre. Alors, moi, je dis que dans les études, la consommation faible à modérée, moins de 10 grammes, n'est pas conseillée. Alors, toutes les études observationnelles qui ont été publiées étaient en faveur de l'abaissement modéré du risque cardiovasculaire de la consommation faible ou modérée d'alcool. Mais la chose nouvelle, c'est que la plupart des méta-analyses de ces études observationnelles ne montrent pas de baisse significative. Cela veut dire que si vous consommez de l'alcool, vous ne diminuez pas de façon modérée, vous ne diminuez pas le risque cardiovasculaire, mais vous n'augmentez pas encore le risque cardiovasculaire avec cette consommation modérée, peut-être le risque hépatique ou le risque carcinologique, mais pas le risque cardiovasculaire. Et on arrive à un chapitre que tout à l'heure on a essayé on a vu avec professeur Lehaki et professeur Safi, ils ont parlé des oméga 3 et la prescription de ces compléments alimentaires. Je ne sais pas, est-ce qu'on va voir ces compléments apparaître comme des médicaments? Je crois que c'est le cas pour certains produits. On va voir leur pertinence dans les études de risque cardiovasculaire. Mais on commence d'abord par les phytostérols. Alors, les phytostérols, qu'est-ce qu'ils font sur le plan de la prescription des anomalies lipidiques? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a le schéma qui n'apparaît, qui est en retard. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un retard. Mais il apparaît. Et voilà, donc les phytostérols, ils réduisent 10% le taux du cholestérol total et du LDL. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en compétition avec le cholestérol dans la cellule entérocytaire. Alors, ils entravent l'absorption du cholestérol dans la cellule, mais ce sont des produits toxiques qui vont être rapidement éliminés par le récepteur ABCG5G8, qui va éliminer les deux, et les phytostérols et le cholestérol libre, qui n'a pas été estérifié. Et donc, automatiquement, si on arrive à prescrire ces phytostérols, automatiquement, on va réduire l'absorption du cholestérol libre au niveau intestinal. Et de toutes les manières, par rapport à cette prescription, il y aurait des répondeurs et des non-répondeurs. Et là, c'est vraiment une prédisposition génétique qui apparaît selon la littérature. Les autres compléments alimentaires, à savoir la levure rouge de riz, qui est utilisée par les Chinois et les Japonais, elle a un effet, en fait, c'est une statine qui a un effet modéré par rapport aux statines qu'on prescrit.
et elle inhibe la HMG co-réductase, mais sa toxicité hépatique reste à déterminer parce qu'elle n'a pas été bien étudiée. Et aussi, les études du risque cardiovasculaire manquent de précision pour ce complément alimentaire. Le polycosanol, qui est un acide alcoolique dérivé des sucres à canne, lui aussi, il réduit les anomalies lipidiques chez les patients, mais on n'a pas d'études sur son effet sur le risque cardiovasculaire. Alors le dernier chapitre, c'est les acides gras insaturés. Il y en a plusieurs, mais celui qui a suscité l'intérêt et qui mérite d'en discuter de façon plus approfondie, c'est l'éthyl icosapan. Alors, ça a été étudié dans une étude qui est publiée en 2018, en novembre 2018 dans le NEJM, et ça s'appelle Reduce-It, et ça a consisté en plus de 8000 patients qui ont été suivis sur 5 ans. Et l'avantage de cette étude, c'est que tous les patients étaient sous statine. Tous les patients étaient sous statine et on a vu baisser le risque cardiovasculaire des patients qui étaient sous 2 grammes de ce oméga 3, avec un nombre de patients à traiter sur les 5 ans qui est à 21, qui est vraiment réduit pour avoir ces résultats sur le plan du risque cardiovasculaire. Et j'attire votre attention que ces résultats de cette étude en font changer les recommandations internationales américaines, surtout, mais pas européennes. Les Américains, que ce soit l'ADA, en ce qui concerne la prise en charge de la dyslipidémie du diabétique, elle a changé pour cet oméga 3 vers le grade A de recommandation. Et aussi, le Collège américain de cardiologie, lui aussi, il a donné ses recommandations pour cette molécule. Voilà, elle est commercialisée aux États-Unis et aussi au Moyen-Orient. On l'attend avec impatience dans notre pays. Le prix, c'est aux alentours de 100 $, pour une boîte de 120, ça veut dire pour les 2 mois. Alors 100 $ pour 2 mois, avec ces résultats cardiovasculaires qui dépassent, entre parenthèses, les fibrates. Et là, vous avez les recommandations d'experts qui ont changé. Pour les hypertriglycéridémies mineures, pour essayer de vaincre ce risque résiduel, on va pouvoir proposer, après être sûr que ces hypertriglycéridémies ne s'améliorent pas par l'activité physique et par l'alimentation, on va essayer de prescrire ces oméga 3 si vous avez une triglycéridémie qui ne dépasse pas 5 grammes. Au cas où vous avez une triglycéridémie qui dépasse 5 grammes, là c'est l'indication de joindre les oméga 3 aux fibrates. Mais pour une hypertriglycéridémie mineure, c'est l'indication de ces oméga 3. Alors, on a vu, on a fait le tour de la diète de l'hypercholestérolémie. Maintenant, qu'en est-il de son efficacité? Je vous ai déjà sifflé la réponse dès mon introduction pour dire que sur le plan d'efficacité, si vous êtes vraiment au top, c'est entre moins 20 et moins 30% de l'amélioration du cholestérol LDL. Donc c'est l'effet cumulé de toute la prescription qui, je vous l'assure, qu'elle serait pas observée à 100%. Donc le résultat sur la réduction du cholestérol LDL n'est pas vraiment très élevé, mais on a son effet sur le risque cardiovasculaire qui apparaît vraiment très majeur par rapport, si vous le comparez là, devant l'amélioration de l'hypertension artérielle, l'amélioration même du diabète, l'équilibre diabétique. Alors vous gagnez avec, la prescription diététique antidyslipidémique, vous gagnez sur un autre ratio de 2,67. Donc pour conclure sur l'efficacité, même si on a une efficacité modeste sur le chiffre de LDL, on est très efficace sur la réduction du risque cardiovasculaire.
Maintenant, quand est-ce qu'est indiquée notre prescription diététique? Pour les Français, c'est une indication chiffrée chez certains patients. Alors en prévention secondaire, c'est systématique, mais en prévention primaire, on aura une prescription au cas où le LDL dépasse 1,3 ou les triglycérides dépassent 1,5 g par litre. Pour les recommandations européennes, c'est plutôt une prescription systématique, quel que soit le risque cardiovasculaire. On a parlé dès le début que l'athérosclérose intéresse presque tout le monde à un âge précoce. C'est pour ça que la prescription de la diététique, il faut essayer d'en profiter pour gagner plus précocement. Un bref rappel de la diète de l'hypertriglycéridémie, que je crois qu'elle a été bien développée par mon ami professeur Wolf hier en ce qui concerne la diète antidiabétique. C'est généralement presque la même chose. C'est une activité physique associée à une alimentation hypocalorique et surtout arrêter l'alcool et réduire les glucides. L'apport des oméga 3, et on a vu avec le complément alimentaire oméga 3 qu'on vient de voir, qui a été étudié dans Reducit, on a eu une réduction des triglycérides de 70% avec ce complément alimentaire. Et donc, on peut même proposer, dans certains hypertriglycérides majeurs, un jeûne strict jusqu'au retour de la triglycéridémie en zone de sécurité, ça veut dire à moins de 5 grammes par litre. Alors, pour résumer les recommandations internationales, c'est généralement privilégier l'huile d'olive et les fruits à coque dure, privilégier aussi les végétaux et les fruits rouges pour faire baisser. Ce sont ces produits qui ont le plus haut niveau de preuve dans les études du risque cardiovasculaire. Maintenant, on va voir brièvement l'impact de certains régimes sur le risque cardiovasculaire. En tête de ligne vient le régime méditerranéen, qui a, professeur Louhabi a rappelé son impact sur l'obésité. Il y a aussi son impact sur l'amélioration du bilan lipidique et du risque cardiovasculaire. Et on voit, donc je vous rappelle seulement que c'est un régime dont l'observance est vraiment très élevée pour nos patients. C'est un régime qui a été pour la première fois décrit dans les régions de sud italien, mais je crois que les Marocains ont presque la même chose pour ce régime, surtout pour les villes côtières qui consomment 3 fois plus le poisson par semaine. Alors, ce régime il a été étudié, donc voilà, donc c'est une étude qui a été déjà bien expliquée par professeur Louhabi, une étude du risque cardiovasculaire, c'est une étude espagnole multicentrique. Le résultat, que ça soit avec une diète méditerranéenne riche en olives ou riche en fruits à coque dure, on gagne bien sur le risque cardiovasculaire par rapport à une diète normale. Et donc, il est en tête de podium, ce régime méditerranéen. Alors, si on le compare avec la diète cétogène, voilà, donc j'ai essayé de schématiser les deux diètes pour bien connaître la différence. La diète cétogène, c'est surtout une diète qui est riche en lipides et très pauvre en glucides. Et bien, sur le plan du risque cardiovasculaire, on ne gagne rien. Au contraire, il y a la relation en E en ce qui concerne l'apport de glucides. Vous l'avez bien dit, professeur Louhabi, en augmentant les glucides, on a l'augmentation du risque cardiovasculaire, mais aussi en diminuant l'apport en glucides, on a l'augmentation du risque cardiovasculaire. Et la meilleure prescription des glucides, c'est entre 50 et 55%. Et c'est là le régime méditerranéen donc, qui est généralement dans cette fourchette. Alors on a vu, le régime méditerranéen, il y a la prescription quand même d'un peu de lipides et surtout de protéines d'origine animale. Le régime végétarien, pourquoi pas le régime végétarien pour améliorer les dyslipidémies? Oui, il fait mieux en ce qui concerne le chiffre de LDL par rapport au régime méditerranéen, c'est normal parce qu'on n'aura pas la viande et on n'aura pas les graisses saturées, mais
il y a des inconvénients quand même, surtout la carence en vitamine B12, la mauvaise observance, et il y a aussi la réduction de la santé sexuelle par diminution des hormones sexuelles, et il y a l'augmentation de l'homocystéinémie qui va augmenter le risque cardiovasculaire. Donc voilà, pour conclure, le gold standard de la diète, c'est le régime méditerranéen, et je crois qu'il est très adapté à notre contexte marocain. La réduction du risque cardiovasculaire est prouvée pour la prescription diététique, mais l'impact sur le chiffre de LDL est vraiment très diminué. Je rappelle seulement qu'il faut, dans la prescription de diète, il faut éviter les acides gras trans, c'est surtout les fast-foods, réduire les acides gras saturés, à savoir surtout les acides gras d'origine animale, privilégier surtout les acides gras mono et polyinsaturés, à savoir les poissons, l'huile d'olive et les fruits à coque dure. La prescription de cette diète va être systématique selon les recommandations européennes. Et on a une promesse, donc un complément que je crois qu'il va susciter un grand intérêt dans les prochaines recommandations qu'on va voir dans l'avenir. C'est cet oméga 3 éthyl-icosapène qui est très prometteur en ce qui concerne le traitement de l'hypertriglycéridémie. Je vous remercie.